Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien géopolitique un peu particulier, dans un format particulier, puisque nous sommes trois. Bon, un jour, on sera peut-être 12, mais enfin, pour l'instant, nous sommes déjà trois. J'espère que, et je suis certaine, avec Nathan à mon secours, que la technique va nous servir. Et je reçois, je dirais pas un couple, je dirais pas Dupont et Dupont, mais je reçois deux hommes que j'ai rencontrés en même temps et que j'ai appréciés grandement dans une grande analyse sur la question chinoise, hein, d'une manière assez large. Et donc, j'ai souhaité vous avoir tous les deux aujourd'hui, Philippe Jourdan et Jean-Claude Pacitto, pour nous parler de cet acteur central de la nouvelle scène internationale, qui parle le moins, mais qui agit tout de même à fort rythme, on va dire, et qui donc suscite évidemment des fantasmes, des peurs, de la jalousie aussi, bien sûr. Je parle de la Chine. Voilà. Et puis évidemment, on parlera aussi de l'actualité, forcément, mais qui est reliée aussi à la Chine, à mon avis, et vous me donnerez le vôtre. C'est-à-dire de ce qui se passe avec le Venezuela, de ce qui se passe avec l'Iran. On est quand même dans une situation assez effervescente. Donc, vous êtes deux grands spécialistes universitaires. Vous, Philippe Jourdan, vous êtes un HEC, professeur des universités, responsable du master ingénieur d'affaires à l'Institut pour l'administration des entreprises de Paris-Est. Vous êtes un auditeur de l'IAHEDN et vous êtes aussi officier de réserve. Et puis Jean-Claude Pacitto, vous êtes maître de conférence à Paris-Est, vous avez une formation pluridisciplinaire et vous enseignez aussi la stratégie à l'IUT de Paris-Est et à l'IAE aussi. Bon, voilà. Et vous, on peut dire que vous vous connaissez bien et que vous travaillez ensemble parce que vous avez copublié beaucoup de choses en matière de gestion, en matière de management, en matière de stratégie, mais en matière aussi de géopolitique. Et vos travaux actuels tournent autour d'un triptyque, finalement, portant sur les stratégies de dissuasion de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Sud. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout, évidemment, mais vous reviendrez. Vous avez aussi coécrit un ouvrage consacré à la responsabilité sociétale des entreprises et au développement durable, dans à l'aune de ce qui se passe en matière de géopolitique contemporaine. Alors, il faut qu'on entre en matière, parce que bon, on pourrait parler d'énormément de choses, en fait, tous les trois. Je dirais que la placidité de Bouddha du président Xi, la cohérence quand même, et la cohésion aussi, en tout cas apparente, de la société chinoise, l'espèce de formidable énergie collective qui se voit, qui se ressent, les accomplissements constants en matière économique mais aussi stratégique, et une montée en puissance militaire qui est de moins en moins discrète, suscite des émotions, des raisonnements divers. Alors on voit bien qu'on est au plan géopolitique général, dans une phase d'ensauvagement, dans le comportement en tout cas. On a encore eu un exemple là, il y a, il y a 24 heures. Mais on a l'impression justement dans ce contexte très effervescent et assez brutal de la part de certains acteurs, que la Chine reste quand même très en retrait, très en posture d'observation, très prescriptrice mais discrète d'un retour plutôt à un ordre international enfui. Enfin, quand on voit ce qui reste du droit international aujourd'hui, de la Charte des Nations Unies, c'est quand même inquiétant. Et donc, ma première question pour débuter notre entretien, c'est, selon vous deux, après vous vous répartirez la parole, la Chine est-elle finalement, à vos yeux, un acteur global agressif, parce que c'est ce que certains disent, avec un modèle de puissance conquérant,
voire même pour certains impérialistes? Ou bien est-ce que ça reste essentiellement une puissance, assez conservatrice et essentiellement commerciale, en tout cas qui voit son déploiement, de manière pacifique finalement? Et évidemment cette question, elle est liée à une autre, c'est celle de l'évolution de l'ordre international parce qu'on nous dit qu'on va vers la multipolarité, mais en même temps on a l'impression quand même qu'il y a une bipolarité de surplomb qui est en train de s'installer aussi entre les États-Unis et la Chine. On le voit dans les derniers documents, de stratégie américains. On voit bien que la Russie, bon, n'est plus considérée tant que ça comme, en tout cas pas comme une ennemie. Donc comment est-ce que finalement, ce modèle de puissance, comment vous l'analysez et quelle vision du monde porte la Chine d'aujourd'hui finalement? Voilà. Alors je ne sais pas Alors, lequel d'entre vous, alors, veut déjà, je commencer. pense que fondamentalement, au niveau de l'appréhension de la stratégie, il y a une différence, qui est vraiment, béante entre nous. C'est que les Chinois pensent long terme et nous pensons court terme. Donc on a du mal à évaluer cette stratégie puisque, eux, pour l'instant, ils sont effectivement dans un round d'observation, mais ce qui ne veut pas dire que, voilà, l'action, sera là au bon moment. Donc je pense que pour nous, c'est un peu difficile, ce qui fait qu'on aurait tendance à penser qu'ils sont ou attentistes ou conservateurs. Nous ne pensons pas parce que, bon, Xi a annoncé, voilà, clairement. Alors, je dirais pas que c'est, que la Chine est révisionniste ou belliqueuse. Simplement, elle veut la place qui lui revient, qu'elle mérite. Qu'elle considère, Voilà, qu'elle mériter. considère, Mmh. voilà. Quand vous lisez tous les discours de Xi, au fond, il fait appel à, voilà, des sentiments, très confucéens, la justice, voilà. La Chine, a son mot à dire, est une grande puissance et la stratégie, vous savez, de vivons cachés, de Deng, aujourd'hui, c'est terminé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la stratégie de Xi sera l'inverse. C'est sur un autre registre, pas de la même façon, mais la stratégie est la même, l'affirmation de la puissance chinoise. Oui, et j'allais dire, on a tendance à penser que la Chine est passive. Non, il y a cette dimension effectivement de parier sur le temps long. Il y a cette culture de la diplomatie chinoise qui est aussi faite de discours et de comportements pas toujours alignés. Il y a une vraie stratégie de tester nos défenses, tester nos réactions. On le voit bien sur un plan militaire, quand on a des actes d'hostilité vis-à-vis des gardes-côtes philippins, c'est pas la volonté d'éloigner les gardes-côtes, c'est la volonté de se dire qu'est-ce qui se passe après. Et s'il ne se passe rien, eh bien on peut aller un peu plus loin. Donc oui, la Chine agit. C'est un peu pardonnez-moi, c'est un peu ça fait penser à l'image du voleur chinois quoi, finalement. Absolument. Mais C'est-à-dire, j'allais dire, le voleur chinois, ne voyons pas cela de manière négative. non, 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 non. Dans la culture chinoise, on a une approche, que ce soit dans le discours ou dans les faits et les comportements, un peu différents, qu'il faut apprendre à décrypter. Après tout, on lit partout, dans toutes les académies militaires, les œuvres de Sun Tzu ou de Sun Bin. Tout à fait. Bien, ma foi, elles sont assez simples Mmh. à décrypter. Par contre, je pense qu'il y a deux choses dont on ne tient pas compte. La première, c'est que les Chinois écrivent beaucoup. Les discours sont nombreux. Ils sont tous traduits en anglais. Ils cachent finalement assez peu de choses. Par contre, on les lit peu Ah bah, oui. chez nous. C'est ce que nous avons cherché, nous, à faire. Et la deuxième chose, la Chine agit peu parce que finalement, la direction prise par les affaires du monde semble lui donner raison, ou en tout cas prendre une direction qui lui est, somme toute, assez favorable. Le retour des empires s'inscrit pleinement dans le projet de Xi. C'est la restauration de la puissance économique, diplomatique et demain militaire de la Chine. C'est la direction prise par le monde. C'est la volonté de Trump, hein. On a vu son dernier acte, Oui. sa dernière manifestation, mais il y a aussi des écrits. Il y a un rapport de la CIA qui, là aussi, est dénué d'ambiguïté.
Le problème de ce retour des empires, c'est qu'il semble pour partie conforter la direction prise également par la Chine. Si demain, la Chine s'empare de Taïwan, après la mainmise de Trump sur Caracas, ça va être compliqué de lui opposer le droit international, par exemple. Mais en même temps, on sait que le retour des empires, c'est le retour des affrontements entre les empires. Oui. Et ça dessine peut-être à moyen long terme ou à moyen terme une situation qui est extrêmement fragile. Oui, alors ce retour des empires, en effet, mais après, c'est les questions de la modalité, parce qu'il y a aussi des modalités, enfin, de l'expression de cette volonté de retrouver une place considérée comme légitime et adaptée finalement à la puissance, au gigantisme, aux moyens de la Chine. La question, c'est effectivement les modalités. Alors, vous avez évoqué Taïwan, effectivement, là, on vient avec ce que j'appelle, moi, le coup de Caracas. On a un précédent, encore un nouveau précédent. Ceci dit, l'ordre international n'est pas mort avant-hier. Il est mort depuis, pour moi, il est mort depuis au moins un quart de siècle. Je dirais depuis l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, enfin en Serbie, contre la Serbie, au moins. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est de plus en plus décomplexé. Donc, effectivement, si demain la Chine décidait qu'il est opportun pour elle de faire une opération rapide, j'allais dire coup de poing, d'une certaine façon, pour récupérer entre guillemets Taïwan, dans la mesure où Taïwan ne lui appartient pas tout à fait. Donc ça mériterait peut-être aussi qu'on Oui. en parle. Parce que moi, j'ai pas l'impression forcément qu'ils aient besoin d'aller militairement. C'est plutôt les États-Unis qui harcèlent, qui continuent à encore des contrats d'armement. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. C'est Oui, oui. vraiment Oui, on est une dans contestation une montée des perlée. Voilà, voilà. Oui, clairement. Ce sera effectivement très compliqué parce que sinon, c'est le double standard encore plus flagrant que le reste. Mais ça peut donner des idées aussi à un Vladimir Poutine vis-à-vis, je sais pas moi, d'un Vis-à-vis des autre. États baltes Oui, ou c'est vis-à-vis possible. même de Volodymyr Zelensky. Je Vis-à-vis de pense Volodymyr que Zelensky, quand on voit la absolument. manière dont on s'est emparé de Maduro, finalement, assez facilement, en ayant retourné probablement une partie des gens autour de lui, parce que ça s'est fait Ah oui, oui, ça sans s'est coup fait fait rire, sans coup fait quasiment. rire. Enfin, c'était bon. Oui, oui. Donc effectivement, il y a jusqu'à quel point, finalement, la Chine qui donc regarde et trouve, si je vous écoute, que la manière dont va le monde finalement sert ses grands desseins, peut-elle rester sur une posture comme ça de... Alors moi, je ne lis pas tous les discours de Xi, ça c'est sûr, loin s'en faut, mais j'écoute de temps en temps, à l'occasion des sommets, les déclarations sur la nouvelle gouvernance mondiale, sur les principes qui doivent la structurer. Et moi, je vois ça plutôt comme une espèce de volonté de retour quand même à une forme de régulation consentie par les grands acteurs des phénomènes, enfin des pulsions, je dirais, dominatrices des uns et des autres, par le droit international, par un retour. Alors eux, je ne sais pas, est-ce que pour vous, les Chinois considèrent que l'ONU est morte, par exemple? Est-ce qu'ils vont la faire ailleurs? Est-ce qu'ils vont la déplacer du côté, j'allais dire, à partir du noyau des BRICS, par exemple? Comment tout ça peut-il évoluer? Parce que Sun Tzu, c'est aussi on gagne quand on n'a pas besoin de faire la guerre. Donc, Absolument, absolument. c'est ça la vraie guerre gagnée, c'est celle qu'on ne mène pas finalement. Alors, justement, vous faites bien de... Effectivement, Sun Tzu a cette stratégie plutôt indirecte. Hein. Oui. Mais Xi, il a toujours des phrases un peu énigmatiques. Il dit Oui. nous préférons la paix, mais nous sommes prêts à toute éventualité. Et aujourd'hui, quand vous regardez les documents militaires, il ne demande plus à l'armée chinoise d'être prête. Il lui demande d'être prête à gagner. Voilà. Donc, ce qui est, voilà, de gagner la guerre. Oui, non, c'est, avant, on était, voilà, il faut préparer une armée, voilà, des forces capables, voilà, d'affronter les ennemis plus ou moins nommés. Là, maintenant, on dit que, voilà, on franchit un pas.
Mais est-ce C'est qu'on gagner est une guerre. passé de la dissuasion à l'offensivité? Alors, Est-ce qu'on peut parler un peu de l'armée chinoise, voilà, de ses évolutions, de ce que vous en comprenez bah, au stade actuel? Enfin, avec Philippe, bon, on avait écrit cet article parce que précisément, nous, on pensait que euh, le regard des Occidentaux sur l'armée chinoise nous paraissait pas mais, totalement déphasé. C'est-à-dire qu'elle avait déjà franchi voilà, des seuils de puissance qui nous paraissaient importants et on était toujours en train de dire qu'elle était encore voilà, du temps des années 80. Donc pour nous, ça a été vraiment voilà, le point de départ de cette d'investigation. Mais oui, bien entendu, vous savez, là aussi, Xi, pour noyer un peu le poisson, il disait on sera prêt en 2049. Les experts américains disent maintenant c'est 2027. Voilà, c'est clairement. centre de parité. Voilà, la parité, Pourquoi 27, pas 29? Alors, oui, alors 27, c'est les rapports américains. Alors, ces rapports américains sont parfois à prendre avec prudence, notamment ceux qui émanent des cercles du renseignement proche de la marine américaine, parce qu'ils réclament davantage de moyens Comme toujours. face au développement de la marine chinoise. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que on va toujours de surprise en surprise avec les Chinois. C'est-à-dire qu'on découvre qu'en réalité, ils sont plus loin que ce que l'on espérait. J'en prendrai quelques exemples. Le bombardier furtif H-20 en 2024. Le chasseur J-35 de 5e génération, que l'on compare en performance au F-35, sans même parler évidemment de la compétitivité sur un plan simplement économique, le coût de cet avion. Le J-36, qu'on n'attendait pas, qui est le futur chasseur donc de 6e génération. Les missiles hypersoniques qu'on a découverts lors du dernier défilé, où là, Pékin a vraiment montré sa force, des drones avancés, des missiles balistiques, des F-61, des F-5C. Pékin a montré des armes qui sont des armes plus que défensives, qui sont aussi des armes pour se prémunir de la menace américaine et de la menace aéronavale américaine. Donc là, il y a un message qui est très très clair. C'est clair que mener la guerre en mer de Chine pose une redoutable question. Jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller? De toute façon, pour eux, c'est une opération aéroportée, donc fondée sur l'aéronaval. Sont-ils prêts à perdre un ou plusieurs porte-avions? Porte-avions, c'est tout de même, en dehors de la force militaire représentée, c'est un groupe de près de 3000 hommes. Ouais. Quelle serait la riposte? Vous perdez un porte-avions. Est-ce que pour autant vous allez bombarder des sites stratégiques ou civils qui ne peuvent être qu'en Chine continentale, du coup? Et là, c'est évidemment l'escalade. Donc vous voyez, c'est un conflit très compliqué, y compris pour les Chinois, qui, à mon avis, le réfléchissent en test and learn. Ouais. C'est-à-dire qu'ils testent et puis ils voient. Est-ce qu'il y a une réaction diplomatique? Parfois, il n'y en a pas. Ils ont installé des bases militaires dans les îles Pratley, ils ont dans un certain nombre d'îlots qu'on a considérés comme inhabités. On a même un président en France qui, à mon avis, a commis une grosse maladresse diplomatique avec une île du Vanuatu qu'on a promis, semble-t-il, en disant bah, écoutez, elle est à celui qui voudra la prendre. Très mauvais message dans cette zone. Très, très mauvais message vis-à-vis de la Chine, me semble-t-il. Alors, vous disiez guerre ou paix. Je pense que cette considération pèse lourd dans le débat chinois aujourd'hui, parce que la Chine a besoin du commerce mondial. La puissance économique de la Chine repose sur une exportation massive, sur un marché intérieur qui ne peut pas absorber la totalité de sa capacité industrielle, et donc ils ont besoin d'exporter. On l'a bien vu d'ailleurs avec le ralentissement économique lors du Covid et dans les années qui ont suivi le Covid. Ce ralentissement économique, la Chine a besoin, les experts estiment que la Chine a besoin entre 7 et 8% de croissance annuelle pour absorber à la fois son développement, le développement du pouvoir d'achat et surtout l'exode massif des populations rurales vers les villes, l'installation donc de ces populations vers les villes. 7 à 8% de croissance, alors c'est très compliqué, la Chine annonce 5, on doute des chiffres constamment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la croissance chinoise est très limite par rapport à ce dont elle a besoin
et elle repose énormément sur l'exportation. Donc, qui dit exportation dit un ordre mondial du commerce régulé. Et donc, ces instances internationales sont aussi indispensables. Et du coup, je ne pense pas que la Chine voit d'un très bon œil les coups de griffe qui lui sont portés essentiellement aujourd'hui, d'ailleurs, par les par États-Unis les et États-Unis. l'administration Trump. Alors justement, alors là, avec le Venezuela, quand même, on a un vrai coup de griffe là, parce qu'il y a quand même un commerce énergétique. Enfin, la croissance est soutenue par l'énergie et la Chine en a besoin à très, 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 très haut niveau et rythme. Et il y avait des accords très importants, je ne sais plus, de l'ordre de 60 milliards ou 68 milliards, entre le Venezuela et elle, pour l'exportation de pétrole. Absolument. Donc là, tout ça, à partir du moment où les Américains reprennent le contrôle, et c'est quand même ce qui va se faire, ils gênent la Russie, mais on en parlera, mais ils gênent la Chine, Absolument. clairement. Et aussi le détroit de Panama. Enfin, je veux dire, géographiquement, c'est quand même un. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, par exemple, la cible? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des cibles ou l'une des clés de lecture de ce qui vient de se passer au Venezuela? Est-ce que c'est la Chine la cible ultime? Oui, je pense qu'il y a une clé de lecture qu'on pourrait voir, à mon avis, à 4 niveaux. Le premier, vous l'avez souligné, le problème de l'énergie. La Chine a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique et le pétrole. Elle avait trouvé, avec les difficultés que traversait l'économie pétrolière vénézuélienne, elle avait trouvé une issue au moins partielle. L'avertissement est brutal. La deuxième chose, peut-être dont on a moins discuté aujourd'hui, c'est cet affaiblissement finalement du dollar ou du pétrodollar qui est voulu par la Chine et ses alliés, les BRICS et la Bien sûr, Russie. bien sûr. Je crois que Trump a clairement voulu signifier que le retour du pétrodollar était une nécessité pour l'Amérique. C'est même parfois, certains économistes le disent, une question de De vie ou de survie, mort, ouais. hein, de vie ou de mort. Or, la Chine veut très clairement s'engager dans une politique où d'autres devises, et peut-être demain la devise chinoise, seront des alternatives au pétrodollar. Bien Donc sûr. il y a aussi Oui, il y a ce cette débat-là, grande lutte. d'autant Oui. plus que Maduro s'avait très clairement affirmé, avec l'emphase qui est la sienne, hein, mais avait très clairement affirmé que lui, effectivement, militait pour que les échanges de pétrole se fassent en devises autres que le dollar. Les grandes routes du commerce, vous l'avez évoqué, parce qu'on parle peu de Panama, mais Trump agit pour chasser la Chine d'un contrôle de ce détroit qui est vital pour les États-Unis, mais qui l'est aussi pour la Pour la Chine et Chine, pour le commerce mondial. absolument. Et puis enfin, les BRICS. Les BRICS, c'est une volonté évidemment de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire que soutient la Chine. Ce multipolarisme, la Chine entend bien en prendre la tête. Oui, le contrôler, oui, oui. Tous les partenaires ne seront pas à égalité. Mais très clairement, les États-Unis ont montré qu'ils n'y étaient pas favorables, notamment lorsque cette multipolarisation, cette formation des BRICS, viendrait à intégrer des puissances d'Amérique du Sud. C'est le Ouais. retour de la doctrine Monroe. Tout à fait. Donc oui, vous voyez que si on décrypte cette affaire vénézuélienne au-delà de l'épisode qui concerne Maduros, et puis j'allais dire du faux drapeau qu'on a agité, la lutte contre la drogue, si on le décrypte, on voit que les enjeux opposent en réalité l'Amérique et la Chine. Alors, d'autant plus que bon, la Chine bénéficie en ce moment de 3 sources d'approvisionnement, je dirais, de pétrole bradé, on peut le dire. Donc, on avait le Venezuela, l'Iran, bien sûr, et la Russie. Là, il y a un effet domino. C'est-à-dire Tout à que fait. voilà, le problème pour la Chine, c'est bon, on va voir comment Trump, s'il ira jusqu'au bout, effectivement, d'une mainmise sur le pétrole, avec quelles conséquences. Mais maintenant, voilà, le problème, ça va se poser sur le deuxième domino qui, en ce moment, est en crise, donc est l'Iran. Et là, il y a à la fois un allié stratégique, hein, puisque la Chine soutient, je dirais, l'Iran. C'est le seul État à écouler son pétrole. Et puis, après, l'allié
d'une amitié forte et durable, comme ils disent, hein, avec la Russie. Donc, effectivement, on est dans un... voilà, là, on est dans un... bon, clairement, le Venezuela est tombé. Alors, maintenant, comment va agir la Chine pour éviter précisément Que que l'Iran. voilà, ce Oui. domino-là entraîne... voilà, Oui, parce que derrière l'Iran, effectivement, qui est lui-même, là aussi, on voit bien qu'il y a une déstabilisation assez orchestrée. Enfin, tout ça c'est assez synchronique, hein, Oui, oui. voilà. Et l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Bien sûr. Et là aussi, ce qui est fait là au Venezuela a aussi une incidence sur cette partie-là du monde. Donc, effectivement, mais que va faire la Chine par rapport à l'Iran? Parce que là, on voit bien qu'Israël est en train de fourbir ses arbres pour recommencer, que les Américains ont dit que, à vrai dire, ils seraient de nouveau en soutien, voire plus. Mal placé. Voilà, Pour- voilà. La Russie, par rapport à ce qui vient de se passer à Caracas, bon, a protesté, a demandé la libération, etc. Mais enfin, est très, je trouve, en arrière de la main. peu les moyens d'agir. Voilà, a peu les moyens d'agir parce qu'elle est sur un autre front. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas, je dirais pas une entente indirecte? Bon, ça, c'est très difficile à évaluer. Parce qu'il faudrait arriver à évaluer déjà le niveau de convergence américano-russe en ce moment sur d'autres questions économiques, en Arctique, ailleurs, tous les accords qui Oui, sont oui. en train de se gérer ailleurs C'est entre un Washington et Moscou. jeu plus avant. Voilà, et moi, Mais j'ai qui font partie tendance... des négociations Ouais, ouais. de la paix en Ukraine. Oui, Il y tout a, à il y a- fait. il y a ce qu'on veut bien nous en dire, qui évidemment concerne la cessation du conflit en cours, mais il y a la partie un peu plus immergée de la négociation qui concerne le futur ordre du monde. Tout Et à fait. celui-ci s'établit dans des négociations entre l'Amérique, la Russie et l'Amérique et la Chine. Oui, mais donc, jusqu'à quel point est-ce que les Russes, finalement, ne laissent pas faire Trump dans sa nouvelle chasse gardée? Enfin, c'est comment il appelle ça? Trump, Trumpro? Enfin, c'est la nouvelle doctrine Ah oui, Monroe. la nouvelle. Ah non, la Donroe, La la Donroe, Donroe, la Donroe, la la Donroe, Donroe, oui, la Donroe, la le Donroe, Donroïsme. Ouais. le Donroïsme. Et pendant ce temps, en même temps, si j'ose dire, bon, bah, la Russie continue à avancer, comme rien ne se passe véritablement, essentiellement du fait de, à mon avis, d'un rôle européen qui est extrêmement défavorable à l'apaisement et à la recherche véritable d'une solution pour l'Ukraine. Et ben finalement, chacun joue dans son pré, quoi. Chacun. Jusqu'à quel point? Oui, c'est Où très est-ce étrange que... parce qu'on fait le procès d'intention finalement de la Chine et de la Russie, voire de l'Amérique sur le partage du monde. Cette idée de chasse gardée, c'est quand même une idée européenne. Ah bah Dans- oui, dans oui, c'est l'histoire. vrai, c'est Ça vrai. a commencé avec C'est le vrai. partage entre les Portugais et les Espagnols des colonies américaines, C'est vrai. sud-américaines. Les empires coloniaux, on s'est quand même bien mis d'accord sur Bien des sûr. zones de partage. C'est d'ailleurs des zones de partage qui sont souvent autant de zones de conflit aujourd'hui, ce qui montre que le partage n'a pas forcément été très bien pensé, très bien réfléchi. Mais oui, je pense que la diplomatie, c'est une question où effectivement on négocie en fonction de ses intérêts. L'Amérique nous rappelle, et la Chine, la diplomatie chinoise est totalement alignée là-dessus, que la diplomatie, ce n'est qu'une question de confrontation d'intérêts. Et à partir de là, qu'il y ait des accords dont on ne voit, nous, que la petite partie, je pense que le conflit ukrainien se résoudra, mais que ce qui se négocie, c'est un futur ordre mondial et que l'Amérique a besoin d'affirmer un peu sa force pour peser un peu plus lourd dans la Ouais. négociation, qui jusqu'ici lui était plutôt défavorable compte tenu notamment, enfin, on est presque dans le piège de Thucydide, hein. On a une puissance chinoise en forte croissance et une puissance américaine qui est plutôt sur le déclin. Oui, donc Alors, Trump est en train de réparer le déclin de l'ordre occidental, là, d'une certaine manière, ou Quelque pas? part, oui. alors, Enfin, c'est le s'agissant de sursaut. poser C'est le sursaut. poser la question de jusqu'où ira la Chine vis-à-vis de l'Iran, alors moi je serais... honnêtement, je ne pense pas que la Chine ou la Russie
puisse laisser tomber l'Iran par un tas de raisons. Alors, il y a des signaux qui sont envoyés en ce moment. Il y a quand même beaucoup d'avions cargo qui atterrissent. Ils viennent de Russie et de Chine. Ils ne transportent pas Des colis shade. Des bonbons, vraiment. Voilà. Donc, il y a, je Textile pense, chinois, je ne pense pas. il y a, on le sait, il y a comme les Chinois et les Russes. Bon, dernièrement, les Russes ont lancé quand même 3 satellites iraniens. Ouais. Donc, ils peuvent pas. Honnêtement, là, c'est quand même. Il y a aussi la localisation de l'Iran. Il y a le fait qu'effectivement, c'est aussi un pays important, quand même, 80 millions d'habitants, on l'oublie Et souvent. donc un marché Voilà, aussi un marché. important, très important. Mais voilà, là, Bien pour ça, pour les si l'Iran tombe et si voilà, il perdait une deuxième guerre, je dirais, de manière plus marquée, parce que bon, là, la première, on peut dire qu'ils ont sauvé les meubles malgré tout. Là, les choses, la crédibilité à la fois de la Chine et de la Russie, Oui, serait voilà, entamée. voilà, serait entamée. Déjà, beaucoup de gens Oui. se posent des questions par rapport à, voilà, les journalistes disent, mais là, vous voyez, avec des alliés pareils, voilà, ils On sont n'a pas pas besoin intervenus, d'ennemis. Ouais. voilà. Donc là, voilà. Alors maintenant, avec quelle et sur quelle modalité, C'est ça. voilà, on verra. Mais je suis, ouais, avec Philippe, on en parlait juste avant de venir. Je pense que là, de toute façon, il y aura des interventions de la Chine et de la Russie, parce que c'est un allié trop important. Mais intervention militaire? Ah non, militaire, alors, je dirais diplomatique, en tout cas Diplomatique, souterraine. essentiellement pour Ouais. l'instant, Voilà. Oui, mais avec probablement une réaffirmation du rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, Oui. qui est très compliqué. oui. Cette réaffirmation risquerait de n'être qu'une réaffirmation de principe. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la puissance militaire de la Chine ne lui permet pas, à l'inverse des États-Unis, d'avoir une projection de puissance, de force, sur des théâtres mondiaux très éloignés de la mer de Chine. C'est pas Pour l'instant pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, vous avez 2 façons de projeter votre puissance. Enfin, vous en avez 3. Vous avez les ventes d'armes à des alliés. La Chine y a recours. On parlait des avions cargo qui atterrissent en Iran. C'est clair que c'est du matériel militaire. Vous avez l'installation de bases à l'étranger, qui est encore, évidemment, quand on examine les bases américaines, Oui, les bases chinoises, c'est dans le monde, embryonnaire. Oui. c'est très embryonnaire. oui. C'est très Il y embryonnaire. a combien d'eux à peu près? Il y a quelques bases qui commencent à s'installer sur la Corne de l'Afrique. Oui. Il y en a 2. il y en a Corne de l'Afrique, ça fait longtemps qu'ils y pensent. Moi, je me Ça fait longtemps souviens. qu'ils y pensent. Ils y pensaient d'ailleurs, ils y étaient installés au temps des empires Ming, Oui. on l'oublie, hein, mais voilà, la Chine n'est pas encore une grande puissance navale. Elle est pour la protection de ses eaux en mer de Ces Chine, abords, ouais. de ses abords immédiats. Elle commence à se constituer une flotte de porte-avions, mais elle n'a pas cette capacité de projection, de logistique, de soutien de base qu'ont évidemment les Américains, et au travers soit de leur base militaire et de leur marine, soit de leurs alliés. Donc là, oui, il faudra quand même encore attendre quelques années. Ceci étant, la protestation risque, sur un plan diplomatique, d'être très forte. On est aussi dans des jeux assez malsains de sanctions et de droits de douane. Vous savez, je pense qu'on minimise beaucoup la portée de la réaction que pourraient avoir les Chinois en matière de commerce. Ils ont besoin d'exporter leurs produits, mais nous avons besoin d'importer leurs produits. Que ferons-nous demain pour soutenir la consommation de biens courants, de voitures électriques, voire de matières premières et énergétiques, on parle des terres rares, etc. Si demain la Chine décide d'avoir la même politique que Trump. Mais ils les ont menacés d'ailleurs récemment, et ils en les ont rappelant menacés quand récemment. même que En rappelant récemment, voilà. ils avaient une certaine prééminence en matière de terres rares et qu'il ne Complètement. fallait pas trop les chercher non plus, parce que sinon ils pouvaient aussi Voilà. couper les. Et là, l'Europe les a robinets. une certaine faiblesse, et la France également. Si on examine les échanges franco-chinois, nos échanges portent sur des biens de luxe, de l'alcool, des tas de choses que nous savons faire et bien faire.
mais dont les Chinois peuvent se passer. En revanche, nos importations en direct de Chine, je ne suis pas certain qu'on puisse s'en passer. On l'a bien vu autour de la polémique sur Shein. Je crois qu'on commet 2 erreurs. La première, c'est qu'on cherche à humilier la Chine, ce qui est une erreur historique. Xi, dans la plupart de ses discours, ne se prive pas de dire que la politique chinoise s'opposera aujourd'hui au retour du siècle des humiliations. Oui, Euh, oui, c'est pas rhétorique, ça. donc c'est pas On est rhétorique, d'accord. c'est Ouais. loin d'être rhétorique. Et puis d'autre part, on commet une erreur très simple, c'est qu'on n'a aucune alternative en matière de filière industrielle et textile pour aujourd'hui permettre à des millions de foyers, tant en France qu'en Europe, d'acheter du textile chinois, tout simplement parce qu'il est moins cher et parce qu'il a le mérite d'exister. Nous n'avons plus de filière textile. Ouais. Euh, Oui, et puis nos économies sont et puis nos économies ne nous permettent pas en- nécessairement en- d'acheter les marques croissance de en luxe berne. Ben non. que nous entendons par contre vendre aux Chinois. Et donc il y a un déséquilibre ici qui me paraît... enfin, la Chine sait très bien la puissance économique qu'elle représente, elle sait sa dépendance aux exportations, mais nous n'apprécions pas suffisamment notre dépendance aux importations chinoises dans le dialogue que nous avons aujourd'hui avec la Chine. Oui, puis on est dans une vision toujours très, très, Un peu hautaine, oui, en très disant, présomptueuse, voilà, voilà. un petit peu hautaine, en disant non, il existe des alternatives. Non, 40 ans de désindustrialisation en France Oui, et on en les Europe paye. finissent par se payer. Oui, c'est quand même curieux de voir aujourd'hui des politiques nous faire la morale donc sur Shein ou Temu ou autres, et effectivement être quand même en partie responsable de cette Ah oui, désindustrialisation. oui, Et le politique n'a pas de mémoire, Oui. surtout en France. Ça. Oui, les consommateurs, oui, avec un discours qu'il faut savoir aussi décrypter. On nous dit oui, Shein c'est mal. Bon, Shein c'est mal. J'ai l'habitude de dire Shein c'est un peu notre enfant illégitime. C'est nous qui avons favorisé la délocalisation, c'est nous qui avons formé les Chinois à la sous-traitance en matière de textile, et c'est nous qui avons profité d'achats de matières textiles à bas prix que nous revendions une fois brandées avec nos marques occidentales, que nous revendions et que nous étions heureux de revendre sur nos marchés à des prix qui n'avaient plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est ce système-là qui s'effondre. Il s'effondre là sous nos yeux, mais c'est quand même en partie nous qui l'avons fabriqué. Ouais. Donc les Chinois ne se priveront pas de nous la rappeler. De le dire, oui. Et puis d'autre part, l'analyse que nous faisons, nous, de l'industrie chinoise, c'est qu'elle est très très loin des stéréotypes qu'on veut bien véhiculer. Chaque fois qu'on parle de l'industrie chinoise, on nous dit oui, mais vous savez, c'est une industrie de main-d'œuvre, mal payée, exploitée, ce sont des enfants, ce sont des prisonniers, ce sont des Ouïghours, comme si c'est peut-être pour partie vrai, mais il ne faut pas se leurrer. Non, Des non, on va pas se centaines de leurrer, millions de pièces textiles qui sont importées dans le monde et Bien qui sûr. proviennent de Chine ne sont pas fabriquées par des enfants, par des Ouïghours ou par des prisonniers non. politiques. Il y a un niveau d'automatisation, d'industrialisation, de productivité, d'utilisation, notamment dans certaines usines chinoises, de machines entièrement automatisées et de robots, qui Oui, n'a oui. absolument rien à voir. La Chine n'est plus seulement l'atelier du monde. Ce n'est C'est plus son l'atelier du laboratoire. monde, c'est un Ouais, laboratoire. bien sûr. C'est un laboratoire. Et on le voit en particulier dans l'industrie automobile. Ils sont en avance, y compris par rapport à Tesla, sur l'automatisation de leur chaîne automobile. Donc la réponse, elle ne peut être qu'industrielle. Elle ne peut pas être simplement rhétorique à ce niveau-là. Et on le voit, vous parliez tout à l'heure de ce que vaut aujourd'hui la force militaire chinoise. Là aussi, une sous-estimation. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, vous aviez des spécialistes qu'on ne citera pas par charité, Oui. qui nous disaient que la Chine serait incapable de fabriquer un avion de 5e génération, un sous-marin à propulsion nucléaire, enfin, et des experts reconnus. Oui. Hein, et quand on leur disait que, et dernièrement, un député expert qui nous disait que les Chinois seraient incapables de produire des puces. Donc on a effectivement des politiques, des décideurs qui retardent d'une guerre, alors que la guerre économique, elle est
je dirais, on est dans son paroxysme, et qui ont, vis-à-vis de la Chine, Non, mais ils ça, sont, c'est un déni. On est dans ils le sont dans, déni, ouais, mais non, mais on a la même chose avec la Russie, hein, toute ouais, proportion gardée sur beaucoup de choses. On est complètement dans effectivement, le potage, en fait, pour il parler. voit, il voit cette industrie comme ce qu'elle était dans les années 80, effectivement, à l'époque Deng, clairement, hein. Mm. Voilà, aujourd'hui, on est à l'époque Xi, il faudra qu'il... Vous savez, on nous parle beaucoup de BYD. Mais BYD, ça n'est qu'une marque parmi d'autres. Oui, il y en En a Chine, des plein. BYD, Mm. il y en a au moins une Mm. dizaine. Donc, déjà pour prendre conscience de l'ampleur de la menace. L'usine BYD, alors ils se plaisent à le dire, mais la surface de l'usine BYD, c'est la surface de Paris intramuros. Donc les ateliers, les centres logistiques, les logements, parce que les ouvriers sont Mm. logés sur place. Et donc vous voyez bien que face à cette puissance industrielle, vous ne pouvez pas opposer qu'une rhétorique du type c'est l'atelier du monde fondé sur l'exploitation et la misère de gens sous-payés. Ça n'est plus vrai. Si ça l'a été un jour, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc ça veut dire comment, selon vous, les Chinois voient-ils l'Europe dans son état actuel? ben, je dirais comme, Et comment vont-ils la comme, traiter? comme nous voyons imparfait l'Empire ottoman, je dirais au 19e, fin 19e siècle. C'est-à-dire c'est l'homme malade, on disait c'était l'homme malade d'Europe, là Mm. c'est, je dirais, le continent Malade du malade, monde voilà, et surtout la France. À la limite, je dirais, il y a toujours l'exception allemand. allemande, mais c'est un peu la grille de lecture de Wang Guoning, hein, lorsqu'il va donc aux États-Unis. Il est marqué par plusieurs choses, et notamment la montée de l'individualisme, de l'hédonisme. Bon, il se dit, avec des valeurs comme ça, au fond, ces continents, il y a un moment donné, seront obligés de décliner. Parce que ce qu'il appelle les forces motrices ne seront pas suffisantes pour contrecarrer justement ces forces que lui considère comme dissolvantes. Donc je pense qu'ils ont... Alors, je dirais un double aspect, un aspect économique, où on voit les choses de manière, voilà, avec beaucoup de discernement, hein. Et puis, je dirais, il y a un arrière-fond culturel. Voilà, je dirais vraiment une vision confucéenne. Et effectivement, pour eux, l'Europe n'est plus une société organique. Voilà, c'est une société qui s'est dissoute, clairement. Ben, Voilà, on dirait J.D. Vance dans ses discours. ah ben il y a beaucoup. Mutatis mais il y a mutandis. beaucoup Il renvoie chacun. Ouais. Je renvoie. Ah oui, Bon, Vine, c'est quand même marqué par le thomisme, donc il y a quand même chacun renvoie quand même à je dirais des modes d'analyse qui sont Oui. pas des modes Oui, modernes. mais Voilà. à la fin, c'est la décadence civilisationnelle. Dans les Dans les deux, dans les Ouais, deux cas, tout dans à les deux fait. cas. Dans les deux cas, tout à fait. On a effectivement, vous avez raison, la conclusion est la même. Pour Venn, c'est clairement. Alors là, je pense que c'est peut-être pire je pense que les Chinois le disent quand même avec un peu de Oui, retenue, oui, voilà. oui. Mais effectivement, on arrive à, C'est l'exaspération une de vision très spenglerienne, l'individualisme là, hein. Vraiment, ouais, c'est Mm. le tome 2 du déclin de. de Voilà, l'Occident. tome 2, mais sans Spengler. Oui. Voilà. D'accord. Bon, ça nous promet des jours heureux dans la relation avec la Chine. Mais que peut faire un État comme le nôtre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme recommandation, j'allais dire intellectuelle, euh, à des autorités comme les nôtres, quelles qu'elles soient, hein, celles-ci, les prochaines, enfin bon. Quelles recommandations de politique à la fois extérieure, mais aussi économique et industrielle précisément, euh, pour des responsables français vis-à-vis de la Chine telle qu'elle est en train d'évoluer, dans le cadre du monde tel qu'il est en train d'évoluer? Alors, je pense que on a longtemps vu l'Europe comme le bastion essentiel pour préserver la paix dans le monde, ou la paix déjà entre États européens. Après tout, c'est un peu l'idée européenne qu'on nous a vendue. On a vu que cette idée a été battue en brèche, y compris par des guerres. Vous évoquiez la guerre des Balkans, qui a quand même été la première brèche à cette idée que l'Europe protège de la guerre. L'Ukraine en est bien sûr la deuxième. Je pense que les Chinois sont conscients que ce discours est un petit peu artificiel.
Est-ce qu'ils vont chercher à négocier avec chacune des nations comme l'a annoncé Trump? À dire finalement, je vais prendre la France, l'Italie, Oui, l'Angleterre, l'Allemagne séparément. C'est fort possible, parce que dans leur relation avec chacun de ces pays, ils y ont des intérêts très différents. Les intérêts de la Chine et de l'Allemagne ne sont pas les intérêts de l'Italie et de la Chine, ou de la France et de la Chine. La France s'est quand même regardée avec... il y a encore de l'attente par rapport à la position que peut prendre la France dans le concert des nations. On attend d'elle qu'elle ait notamment dans le rétablissement de l'ordre mondial, tel que la Chine l'a en tête, qu'elle ait une parole peut-être un peu moins alignée sur les États-Unis et un peu plus à l'écoute des changements qui s'opèrent non seulement en Chine, mais également chez ses alliés. Je crois que la faiblesse diplomatique de la France gêne considérablement la Chine aujourd'hui. Et mais que les du oui. la Chine voudrait que la France soit plus forte sur un plan diplomatique. Elle en a besoin également pour ses propres intérêts. Sur un plan strictement économique, c'est clair que si l'Europe devait se fermer aux produits chinois, et devait le faire de la plus mauvaise des manières, c'est-à-dire par la hausse des normes, Mmh. par, j'allais dire, tout ce qui est réglementation, normes, taxation des produits à l'entrée, etc., nous allons vers de sérieuses déconvenues, parce que le projet des routes de la soie et le projet de l'ouverture du commerce mondial, ce projet n'est pas ralenti, bien au contraire. De toute façon, la Chine va organiser avec l'Europe de l'Est une riposte. Elle aura demain des centres logistiques, des centres de manutention, des centres de fabrication, des centres de logistique de distribution implantés en Europe pour essayer d'échapper à un certain nombre de textes qui l'obligeraient à réduire ses prétentions quant aux produits vendus sur nos marchés. En Europe de l'Est? En Europe de l'Est, Alors quel pays là? des pays comme la Hongrie, par exemple, Ouais. peuvent être tentés par ce discours. Des pays qui aussi, sur un plan économique, auraient intérêt à le faire. Moi, je pense à des pays comme la Croatie, par exemple, qui n'y seraient pas fermés. L'Europe de l'Est est peut-être une porte d'entrée. L'Italie et la Chine ont des intérêts qui ont été clairement Ouais. réaffirmés par Meloni, Ouais. et qui ne sont pas totalement alignés sur le discours européen ou le discours français Tout à vis-à-vis de la fait. Chine. Mais Mélanie n'est pas alignée. Non, elle est alignée avec l'Italie. Oui, avec Donc, les États-Unis aussi. et avec les là, pour le États-Unis coup, plus qu'avec l'Europe ouais. et la France. Ouais. Et je pense que la fermeture, enfin, un discours qui se fermerait aujourd'hui à la Chine serait une grosse erreur. La première, c'est que nous exportons, fort heureusement encore en Chine, des produits à forte marge, produits de luxe par exemple. Nous avons besoin des importations chinoises. Et malheureusement, se dessine dans le cadre d'une réindustrialisation souhaitée une étape incontournable. Nous aurons besoin demain de collaboration et de coopération avec la Chine, mais cette fois avec la Chine en tant que laboratoire d'innovation. Eh oui. Je crois qu'il va falloir Faut la prendre au sérieux. Voilà, Oui. un peu plus d'humilité et sans doute beaucoup plus de pragmatisme et un peu moins d'idéologie. Tout ce que nous ne produisons plus en France actuellement. Exactement. On produit trop d'idéologie. Ah oui, ça, on produit quasiment que de l'idéologie. Voilà. Oui. On a l'habitude de dire que, je pense que l'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons être donneurs de leçons. Bon. Et je pense, nous mettons la morale ou nos valeurs au-dessus du reste. Mais je pense que la morale et les valeurs, avec tout évidemment le prix qu'on peut leur accorder, ne sont rien sans la puissance. Ouais. Et on ne peut plus faire illusion avec la Chine aujourd'hui sur ce plan-là. Oui, puis il y a la morale et il y a l'éthique. Si déjà on Oui. avait une attitude plus éthique et moins morale au sens de la moralisation des C'est ça. choses, C'est ça. parce que la moralisation des choses, elle est complètement décorrélée du réel, donc Mais ça sert à totalement, rien. Donc, totalement. quel que soit le point d'application, Ouais. on ne peut qu'avoir tout faux à la fin avec ça. ce type de raisonnement. Donc, Je pense qu'il faut appeler... ce que les Chinois attendent, c'est une éthique de responsabilité. eh oui, eh oui, oui.
bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, tout leur discours est empreint d'une éthique de responsabilité. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est clair que ce discours-là, qu'ils tiennent avec le monde, ils l'attendent aussi, et ils l'attendent en Des particulier de la autres. France, des autres. Alors, dernier point, enfin, je reviens, mais bon, c'était le cours de notre conversation, mais on a abordé tout à l'heure Taïwan. Moi, dans mon esprit, mais je suis certainement, je me trompe, l'enjeu pour la Chine de la conservation et de la maîtrise et même du contrôle encore plus fort de Taïwan était quand même militaire. Et il était notamment lié, je me souviens à l'époque, à ce qu'on appelait le verrou taïwanais pour la mise en eau, enfin la plongée Ouais, mise en eau profonde. Ouais. en eau profonde de leurs sous-marins et leur furtivité finalement, leur capacité à être très vite furtifs sur la côte orientale de Taïwan finalement. Alors que du côté de la mer de Chine intérieure, il y a il y a moins de fonds et il y a donc beaucoup plus de vulnérabilité entre guillemets pour les sous-marins. Qu'est-ce que pensez-vous de ça? Et puis mon dernier point, je vous pose les deux questions en même temps, puis comme ça vous les traiterez l'une après l'autre, sans transition. C'est quand même de revenir un peu sur la relation sino-russe, parce que là aussi beaucoup de choses se disent. Vous avez parlé d'amitié forte, enfin durable, ou je ne sais plus quelle était Sans limite. l'expression. Voilà. Oui. Bon, il y a un certain nombre d'analystes qui disent oui, enfin, ça arrange quand même bien la Chine que la Russie soit occupée, entre guillemets, et d'une certaine manière gênée parce qu'elle est obligée de faire sur le théâtre européen, sur le front ukrainien, pour être clair. Et donc, il y a quand même il y a une différence nette, sensible, dans le couple, on va l'appeler comme ça, sino-russe, entre la Chine et la Russie. Ils ne sont pas tout à fait sur un pied d'égalité et il y a une forme de, non pas de vassalisation, mais en tout cas, il y a une forme de hiérarchie implicite assez nette. Certes, le pétrole russe est important pour la croissance chinoise, certes, mais quand même, ils ne jouent pas dans la même cour, quoi, en fait. Alors, Donc, voilà, je voudrais bien avoir votre sentiment sur ces deux choses. avec Philippe, c'est vrai qu'il y a cette analyse un petit peu de puissance qui ne serait pas, disons, d'une Russie qui serait plus dépendante de la Chine que la Chine l'est de la Russie. Alors, Et le rêve associé, Et le le rêve. découplage. voilà, Ah oui, et le oui. rêve, Hein, oui, bien sûr. bien entendu. Le rêve Mais qui pour l'instant, américano-européen du nous, on est, découplage, mais on qui est est un rêve. hein. plus mesuré sur cette question parce qu'on pense que, eu égard précisément au contexte futur, Mmh. nous pensons que la Chine aura besoin de la Russie, pas simplement pour le pétrole, pour le gaz, pour le toutes les gaz, autres oui. matières On premières. va pas parler du gaz. Si vous regardez ici, on parlait des détroits. Imaginez que les détroits dont nous faisions référence tout à l'heure soient bloqués. La route Voilà. du Grand Nord Voilà. Oui, il y suppose, a la route du Nord. ouais. suppose la collaboration, la coopération avec la Absolument. Russie. Donc le seul pourvoyeur de matières premières serait la Russie. Donc je pense que effectivement, à court terme, il y a un déséquilibre. Maintenant, comme la stratégie chinoise est quand même toujours quand même à moyen et long terme, je dirais que c'est une relation beaucoup plus équilibrée qu'il n'y paraît. Et puis, effectivement, bon, pour l'instant, la Chine profite. Le pétrole bradé vient du fait de la guerre ukrainienne. Oui, Voilà, oui. mais bon, vous savez, même avant la guerre ukrainienne, le gaz qui passe par le gazoduc sibérien, Ah, sibérien, il oui. était déjà, alors il n'était pas bradé, mais il est quand même à des tarifs qui sont déjà très, très amicaux. Hein, donc c'est Très pas bien négocié. voilà, très bien Oui, négocié. très bien Donc négocié. c'est pas non plus. Ça fait longtemps que ça dure. Ça n'a pas commencé avec l'Ukraine. Mais effectivement, ça s'est accéléré.
Oui, alors le seul point d'ombre qu'on pourrait voir dans cette relation, c'est cette zone de Sibérie où la Russie et la Mhm. Chine partagent une frontière Immense. commune, immense, Mhm. avec bon, des intérêts qui sont de deux ordres, l'accès aux matières premières et énergétiques, les routes aussi de commerce, hein, Mhm. dont on oublie qu'une partie passe, certaines routes Oui, par ferroviaires Sibérie. Mhm. et certaines routes de transport euh, passent par ces territoires. Il y a un déséquilibre démographique et un relatif désintérêt des Russes pour ces zones, alors que les Chinois s'y intéressent de très très près. Et là, il y a des tensions économiques qui sont assez fortes, que les deux présidents tentent de canaliser par des accords de joint venture, de Mhm. collaboration, de coopération. On a de grands sommets à Vladivostok qui se tiennent Ouais. régulièrement. Force est de constater que derrière les discours, il y a pour l'instant des réalisations très modestes et que lorsque les joint ventures se mettent en place, c'est plutôt sous domination ou impulsion chinoise, Que russe. oui, que russe, avec une immigration chinoise qui aujourd'hui ignore un peu certaines frontières du côté de la Sibérie. Bon, et quand on voit enfin, quand on voit le déséquilibre démographique de part et d'autre de ces territoires, la Russie a l'espace sans la population, la Chine de ce côté-là a la population et a besoin d'espace. Ça peut être des zones de tension et de conflit. Même si on explique que la Chine est en train d'entrer dans une phase de régression démographique. Alors, la Chine est en train de rentrer dans une phase de régression démographique qui lui pose Mhm. beaucoup de problèmes, des problèmes de population active à terme, des problèmes de gestion de la dépendance et de gestion aussi de systèmes de retraite Eh oui. sur lesquels ils sont très en retard. Et dont certains modèles d'ailleurs pourraient s'inspirer de choses mises en place chez nous, hein, Mhm. y compris en France. Alors la réponse de Xi, elle est de deux ordres. La première, c'est effectivement de donner une priorité forte au développement des secteurs de la santé, des secteurs donc des soins et des services à la dépendance, la mise en place de systèmes de retraite, etc., etc. Et pour compenser une population active qui va fortement baisser dans les années qui viennent, c'est au-delà même de l'automatisation, c'est la robotisation, c'est l'usine sans travailleurs. Euh, Nous, on a eu la France sans usine, c'est l'usine sans travailleurs. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais n'oublions pas l'usine. Nous, on a juste oublié l'usine. Juste celui de l'usine. Ouais, ouais, d'accord. Et ça, c'est très Ouais. impressionnant. Ceci s'inscrit aussi dans un système chinois de solidarité transgénérationnelle qui est compliqué à gérer. Vous avez toute une partie de la jeunesse chinoise, très éduquée, très formée, qui, lorsqu'elle est invitée à prendre des emplois dans les villes, à ce moment-là, confie l'éducation Des de sa enfants. famille et Mm. des enfants aux grands-parents. Mm. Mais inversement, ils ont un vrai devoir de solidarité vis-à-vis de leurs Toujours. grands-parents Mm. qui va enfin, jusqu'à l'accompagnement, jusqu'au dernier jour Mm. de vie de leurs parents. Ce sont des modèles auxquels la Chine tient énormément. Nous y avons, nous, pour partie renoncé, Mm. et qui suppose une adaptation de la société chinoise euh, compliquée. Compliquée. Alors, il y a une politique nataliste qui est mise en place, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle mise en place par les Russes, hein, Mm. donc avec beaucoup de facilité, notamment pour les études, hein, parce que Mm. c'est aussi le problème, hein, Ouais. l'enfant unique ne résulte pas simplement d'un choix, c'est aussi d'un choix pragmatique et économique, parce que voilà, il faut financer les études, il faut se focaliser sur un enfant. Voilà. Donc là, il faut attendre, je pense qu'il faut attendre une dizaine d'années pour voir si Les les résultats. résultats. Mais, euh, mais en même temps, effectivement, pour eux, c'est un vrai problème. Et c'est peut-être pas pour rien que Confucius est revenu autant à la mode en Chine, parce qu'il y a ce dont parlait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement la solidarité entre les générations, les plus jeunes qui doivent s'occuper des plus anciens, et voilà, volonté d'avoir une société qui, malgré les difficultés, reste en cohésion. Et ça,
Mais Ouais. c'est ça ce qui est tellement précieux. Nous, c'est Ouais, ce qu'on ouais, perd, ouais, c'est nous. ce qu'on perd, absolument. On a eu l'occasion d'animer récemment un atelier où participaient quelques étudiants chinois et des étudiants français face à une problématique de développement durable. L'opposition était très nette Mm. entre une pensée occidentale que représentaient fort bien nos étudiants français, qui était le sauve qui peut finalement, et une pensée chinoise Mm. qui était la solidarité d'abord. Mm. Et c'était extrêmement frappant. Ah oui, Ouais, Sur un plan philosophique, le groupe passe à. Ouais, le groupe passe avant l'individu. ouais, oui, oui, bah, ouais. toujours, mais parce Mm. qu'ils gèrent aussi Ouais, mais là, venant de une quelqu'un qui a une multitude. vingtaine d'années, c'était. Mais de Ouais, jeunes qui avaient 20 ah ans. oui, oui, puis voilà. Et qui faisaient leurs études en France, j'allais dire, connaissaient nos pays, nos valeurs, etc. depuis des années. Donc, c'était pas de purs produits du Parti communiste chinois. Ouais. Mais on a été Oui, ils ont une extrêmement surpris. exposition Voilà, ils à ont eu une autre chose. exposition, Ouais. mais Mais non, rien à faire. non, Ouais, la non. cohésion est Mm. plus importante que voilà, tout ce qui peut. Il n'y avait pas ce. Ouais, c'était vraiment intéressant. Hein. On avait l'impression que c'était vraiment deux mondes Et quand ils en parlaient, c'était d'une vraiment, manière. Ouais, pour reboucler avec ce que disait Jean-Claude au début, quand ils en parlaient, c'était vraiment pour dire votre individualisme vous perdra. Non, ben, c'est certain. Ouais. Moi, j'en Alors, je ne suis. voudrais pas terminer sur Moi, une j'en note suis. Non, non, non. Non, mais on va aussi terminer sur pessimiste. autre chose, justement. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est quand même très importante, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant des années, c'est de la Chine et de l'Afrique. Mm. Et ça, c'est vrai que, bon, voilà, on est focalisé sur les États-Unis, etc. Mais comment voyez-vous alors, on a d'abord dit que la Chine envahissait l'Afrique, Mhm. remplaçait les élites anciennement, notamment françaises, mais aussi d'autres, dans nos anciens pays. Puis après, on a dit, mais ça marche pas du tout, parce que les Chinois, en fait, font venir des Chinois pour travailler à la place des populations locales. Enfin bon, il y a eu tout un tas de leitmotifs et de poncifs. Bon. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui? Quelle est pour vous l'aide? Alors, l'Afrique, déjà, parler de l'Afrique, ça va pas, Oui. parce qu'il y a tous les. ouais, ouais, C'est tellement divers, c'est tellement compliqué. Mais quels sont les points pour vous d'application ou d'implication chinoise, peut-être majeure, au sein du continent africain? Quels sont les pays les plus, selon vous, les plus importants du point de vue de la politique chinoise, du développement, de la coopération, voilà, des marchés aussi, parce que ce sont aussi des marchés potentiellement quand même, en tout cas certains grands pays. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus dirimant, de plus important de votre point de vue à retenir de l'attitude actuelle de la Chine vis-à-vis des pays du continent africain? Alors, ce qui est certain, c'est que la Chine, je dirais que l'Afrique est un peu le laboratoire pour dire voilà, nous vous proposons aujourd'hui un nouveau modèle de développement. Alors, effectivement, on peut critiquer, on peut dire que effectivement, les Africains sont plus perdants, mais quand on regarde les réalisations, elles sont là. Je veux dire, quand on voit effectivement, alors elles sont intéressées. Hein, c'est clair que les routes qui relient les ports, ils l'ont pas fait simplement pour les Africains, Non, ils l'ont mais fait ça, aussi pour le commerce. oui, Mais mais voilà. nous Elles ont- aussi voilà, en notre absolument. temps. Hein. Donc il y a ce modèle, Mm. et Exi, à chaque conférence euh, avec les chefs d'État africains, dit toujours, voilà, nous on était un pays comme vous, c'est-à-dire qu'on était colonisé, mais on a réussi. Donc on est un modèle, donc suivez-nous. On a réussi à faire sans les Occidentaux. Aujourd'hui, alors après ils sont très pragmatiques, je crois qu'il ne faut pas chercher, voilà, Idéalisé, oui. ils s'adaptent. Hein, voilà, sur la zone érythréenne, ils vont agir sur tel ou tel levier. Sur d'autres pays, ils vont agir avec tel ou tel levier. Euh, alors, ont-ils remplacé les anciennes élites? Vous savez, je pense que les anciennes élites, je dirais franco-africaines, sont mortes de leur belle mort. C'est-à-dire que les Chinois n'ont rien remplacé. Non, Ils ont pris une se place sont qui est- substitués. Voilà, ils ont substitué un était vide, vide. effectivement. Voilà, et aujourd'hui, oui, ils sont présents. Il faut pas, les gens, quand vous discutez avec des gens qui sont dans les affaires en Afrique, ils vous disent tous, effectivement, ils ont tous vu
l'arrivée des Chinois. Je parlais avec des copains qui étaient au Gabon. Ils me disaient, voilà, on les a vus arriver, notamment dans le commerce du bois. Ah ouais. Voilà, c'est clair, ils sont là. Bon, maintenant, eux-mêmes cherchent leur marque. C'est-à-dire que voilà, ils savent qu'on les critique beaucoup parce que peu de recours à la main-d'œuvre locale. Donc, c'est des choses qui sont, je dirais, en voie de correction. Hein. Ils écoutent. On les écoute. Ils sont pas sourds, hein, ces critiques-là. Hein. Et ils savent bien que nous, on se sert aussi de ces critiques pour leur dire, bon, voilà, rappelez-nous, parce que, vous voyez, les gens sont voilà, comme les Japonais à l'époque, vous savez, la vie en Asie, voilà, qui s'étaient comportés pire que les Occidentaux, et puis voilà, à la fin. Donc voilà, donc on dirait un grand pragmatisme, hein, mais quand même, le message, c'est, voilà, aujourd'hui, vous pouvez, on est là. On est là, on vous permettra, voilà, d'être souverain, d'être indépendant, même si, effectivement, Alors, ce pragmatisme n'est pas totalement désintéressé. On fait souvent le procès de la main-d'œuvre en disant, voilà, quand ils arrivent, effectivement, on a tendance à écarter la main-d'œuvre locale, lui préférant une main-d'œuvre chinoise, etc. Il y a aussi mais ils sont en train de mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Il y a un modèle de financement qui n'est pas toujours très, très sain. C'est-à-dire que ils sont capables d'arriver en vendant des projets de développement qui sont parfois surdimensionnés par rapport aux capacités d'absorption de ces pays. Donc ils les financent. Et puis avec un discours qui est le suivant, écoutez, si vous avez du mal à rembourser, c'est pas très grave. Ah, ça, c'est ce qu'on fait avec le FMI et la Banque mondiale depuis très longtemps. Ils font on la va- même on va chose. vous aider à rembourser. Il suffira de nous céder progressivement C'est une vieille méthode, ça. actions. un petit C'est peu. une vieille méthode, ça. C'est joint venture. Ouais. Bon, Oui, oui. mais c'est un enseignement qu'ils ont pris chez nous. Oui, tout à Hein, fait. donc, Ah ben nous, on a fait ça avec voilà, beaucoup de pays. on l'a vu, on l'a fait avec beaucoup de pays. On ne peut pas reprocher aux Chinois d'être finalement plus performants dans ce raisonnement et ce discours, d'être plus rapides que nous encore. Ils sont en train quand même d'y mettre, voilà, de tempérer un peu parce que les objectifs économiques et les objectifs diplomatiques doivent être Un peu alignés, bah oui. voilà. Bah oui. Et ils apprennent. Apprennent. S'ils veulent avoir l'attraction, l'attractivité Dans la durée. d'un modèle dans la Et durée. encore une fois, dans la durée. Hein. Ouais. Alors, il y a le dernier grand pays dont on n'a pas parlé, c'est l'Inde. La relation Chine-Inde. Ça, c'est quand même important d'en dire un mot. Puis après, je vous laisse tranquille. Après. Elle est compliquée et fluctuante. C'est-à-dire ce que vous dites au moment T va changer parce que, par exemple, la politique américaine des droits de douane a rapproché l'Inde et la Chine. La Chine a tout de suite dit à l'Inde, mais voyez, ne vous inquiétez pas, nous, vos produits, il n'y aura pas de problème. Et même avec le problème des frontières, qui est vraiment un problème. Bon, ça avance. Il y a des choses, je dirais, qui sont moins problématiques. Mais bon, il faut, voilà, ces deux puissances montantes et je dirais forcément rivales. Voilà. Deux nationalismes forts, forcément rivaux. Je crois, enfin, on parle souvent des affrontements des affrontements entre la Chine et l'Inde. Vous savez, quand on est capable de faire la guerre comme ils la font sur des sommets de 7000 mètres et plus, c'est pas simple à régler ce genre d'affaires. C'est pas simple à régler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, c'est deux pays historiquement qui sont peu sortis de leurs frontières. Bon, d'abord pour des raisons que tout le monde connaît, l'hindouisme. Faut être hindou pour être c'est une religion qui ne s'exporte pas. Non. Et puis bon, l'Empire du Milieu, pour des raisons qui sont multiples, n'a jamais vraiment sorti non plus de ses frontières. Donc il n'y a pas dans l'histoire, même s'il y a toujours bien évidemment des zones qui restent conflictuelles, et le Tibet en fait partie, malheureusement pour eux. Je dirais, il n'y a pas culturellement, je dirais, pour parler comme Huntington, de choc de civilisation. C'est-à-dire que chacun vit sa vie. Bon, maintenant, il y a un affrontement économique. C'est là le problème qu'il faudra rappeler. Bien sûr. Il est avant tout économique. Et un rapport de force démographique. Oui, aussi. Même si l'Inde prend le aussi, dessus, là. Et l'Inde prend le dessus actuellement. Mais il y a un ralentissement quand même, la démographie indienne. Là, vraiment, on commence à passer sous le
Mais dans le trio, la Russie trouve sa voie, là. Elle les joue un peu. Elle joue les. C'est l'entremetteur. Elle joue, voilà, elle joue Ah oui, l'entremetteur. clairement. Ah non, bien sûr, l'entremetteuse. bien sûr, parce que Mm. c'est quand même Mm. Poutine est le grand ami de Modi et puis de Xi, donc Ouais. vraiment lui, il a cette chance, voilà, d'avoir des liens vraiment. Ce qu'elle est d'ailleurs par l'observation de la géographie déjà. Oui, absolument. Donc, Absolument. Ils ont tous les trois la même vision du monde. Mm. Il faut aussi parler tout à l'heure de décadence. Le discours de Modi, ouais. c'est le BJP, hein, c'est le RSS. Ouais. Donc la matrice idéologique du BJP, tout le monde la connaît. Donc déjà dans les années 20 et 30, on était vu vraiment comme dans ces années-là, alors qu'on était encore, je dirais, on avait encore des belles forces. On était vus déjà comme, pour eux comme des nations décadentes. Alors aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Modi vient quand même de l'aile dure du RSS. Oui, hein, donc l'aile c'était très voilà, dure, ouais, ouais. c'est pas. Mais c'est pour ça que le partenariat stratégique de la France et de l'Inde, pour important qu'il soit, est à surveiller de très très près, parce qu'il se construit avec un partenaire qui effectivement vient d'une aile dure et qui considère que nos sociétés, dont la société française, sont des sociétés en déclin, sont des modèles en déclin. Comment être partenaire lorsque vous n'êtes pas considéré sur un pied d'égalité? C'est compliqué. Certes, certes, c'est vrai, vous avez raison. Bon, ben, on va terminer sur cette note un peu inquiète, en tout cas de prudence, de circonspection. Écoutez, je vous remercie tous les deux beaucoup de vous être prêtés à cet exercice. On recommencera, car il y aura forcément d'importants développements. Merci de votre présence et souhaitons que cette année 2026 nous offre de nombreux angles d'études et de réflexion et aussi de très beaux articles encore. Absolument, et plus de schémas de paix et peut-être un peu moins de schémas de guerre. Ouais. C'est ce que j'ai souhaité, mais j'ai plein de gens qui me disent mais non, mais vous êtes beaucoup trop optimiste. Ouais. Ça va pas du tout. Bon, donc j'espère ne pas être détrompé, on verra. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Merci.